Des amants discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Troisième partie. Suite. Précieux alliés. Hélène, 21 décembre 1945. Le jour pointe à peine lorsque j'ouvre les yeux. Je mets quelques secondes à réaliser que je suis blottie contre Willy qui est collé à mon dos. Je me rappelle. Je suis désormais une femme à part entière. Et j'appartiens à l'homme que j'aime depuis plusieurs mois. Je suis sur un petit nuage. Je t'aime, entends-je susurrer à mon oreille. Je frémis sous le souffle tiède de Willy dans mon cou. Je t'aime aussi, passionnément, dis-je en me retournant vers lui pour presser mes lèvres sur les siennes. Mes doigts effleurent son cou et son torse, et je sens les palpitations de son cœur. Il répond à mon baiser avec fougue, et tout s'efface autour de nous quand il m'attire à lui et m'enveloppe de sa chaleur. Il murmure mon prénom d'une voix rauque, et mon corps réagit à ses moindres gestes et à sa passion. Je me laisse guider, les yeux fermés. Tu es tout pour moi, Malena. Près de lui, tout disparaît. Tremblant de désir et de tendresse, nous nous perdons l'un dans l'autre. Nos mains explorent le corps de l'autre, nos souffles se mêlent. Son torse se presse contre ma poitrine, et d'instinct, j'enroule mes jambes autour de lui. Le contact de nos deux peaux m'électrise, et je perds la notion du temps. Seuls comptent nos deux corps imbriqués dans une union parfaite et qui se répondent. Il nous faut pourtant nous résoudre à nous lever, car l'heure de la traite approche. Willy rejoint la cuisine discrètement pour nous faire chauffer une tasse de café, pendant que je m'habille. Nous buvons notre boisson dans la chambre. Karl n'est pas encore levé. Tu devrais y aller maintenant, mon amour. Tu as peut-être une chance que personne ne te voie aller du moulin à l'étable. Nous allons partir en même temps, Willy. Je vais te montrer par où je suis passée. Mais, motus, c'est un secret. Je le regarde s'habiller à la va-vite et je l'entraîne par la main jusqu'au cellier. Il me suit sans un mot et me voit, stupéfait, actionner le mécanisme dissimulé près d'une poutre. Un passage secret ? Eh oui, mon cœur. Comment crois-tu que nous ayons pu cacher autant de personnes pendant cette foutue guerre ? Le manoir et la ferme datent du XVIIe siècle, et le souterrain avec. Il relie le cellier du manoir à celui du moulin en passant par l'étable, où il y a une sortie. Il existe aussi une autre issue, qui part de l'étable vers le bois de l'autre côté du chemin de la Bonde. Je récupère au passage ma blouse et mes sabots et guide mon amoureux sur le chemin qui mène à l'étable. Nous pouvons nous cacher ici pour nous aimer sans être vus, lui révélai-je en lui montrant les petites pièces où nos réfugiés avaient parfois passé de quelques jours à quelques semaines en attendant d'être exfiltrés. Pratique, constate-t-il. En effet, mais pendant toute la période où Saint-Martin a été occupé, le moulin était réquisitionné pour loger des soldats. Donc nous n'utilisions que la partie entre le manoir et l'étable, ainsi que les pièces que je t'ai montrées qui se trouvent à peu près sous l'écurie et suffisamment éloignées du moulin. En ce qui concerne ces quelques pièces aménagées, elles datent de la Révolution. Mes ancêtres étaient des bourgeois, mais alliés à une famille noble, donc plutôt suspects à l'époque. Nous émergeons dans la pièce servant de rangement pour différents matériels. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre au travail. Lorsque ma mère et ma grand-mère arrivent, nous sommes déjà à l'œuvre, chacun dans notre coin. « Tiens, bonjour Hélène, déjà levée ?» s'exclame ma grand-mère avant de saluer Willy d'un signe de la main. « Toi aussi, Willy ? Ma parole, vous êtes tombé du lit. Je ne t'ai même pas entendu descendre, crevette. » Je n'arrivais plus à dormir. Je suis descendue très tôt et j'ai bouquiné un peu. Tu m'en diras tant. Chacun vaque à son ouvrage sans un mot de plus. Depuis que les gros travaux sont terminés, Willy s'est intéressé à la passion de ma mère, la fabrication des fromages. Il l'aide désormais dans cette tâche, poursuivant son apprentissage avec son enseignement. Il a aussi assisté à quelques vélages, et l'expérience lui a plu. Il a appris à l'occasion que selon la race de la vache, la durée de la gestation peut varier. Chez nos Normandes, elle est en moyenne de 286 jours, alors qu'elle est de 281 pour une Prime Holstein
et de 291 pour une limousine. Il a pu constater que le comportement d'une vache gestante se modifie environ 48 heures avant le vêlage, avec l'apparition d'une inquiétude, une agitation, un isolement ou un arrêt de la rumination. Notre ferme étant plus orientée vers la production de lait que de viande, il faut s'assurer des bonnes conditions de la gestation et du vêlage, comme de la suite pour une bonne lactation. Aussi, les veaux sont séparés de leur mère dès le premier jour. Sinon, il est beaucoup plus difficile de le faire plus tard. Faite au bout de quelques jours, la séparation serait très stressante, tant pour le veau que pour la vache, ce qui affecterait la santé et la productivité. Le lait des vaches pendant la semaine qui suit la naissance de leur veau est impropre à la consommation. Elles sont donc traites et leur lait est donné à leur bébé, placé dans une étable à veau, pendant cette période. Ce n'est qu'à partir du 8e jour après le vêlage que le lait peut être utilisé pour l'élaboration du fromage, une partie étant toujours donnée au bébé. Le Neuchâtel est élaboré à partir du lait de vache de race comme la nôtre. Maman a donc montré à Willy les différentes étapes, à commencer par le caillage, quand on ajoute au lait des ferments lactiques, ainsi que de la présure, cette enzyme digestive présente dans l'estomac d'une vache qui permet de faire cailler le lait au bout de 24 heures. Une fois le lait caillé, il avait assisté à l'égouttage pendant 12 heures, afin de ne conserver que la partie solide, étape suivie par le pressage, effectué pendant 12 heures supplémentaires, pour extraire le liquide encore présent dans le lait caillé. Il avait été surpris de constater qu'à cette étape, on n'obtient que 150 grammes de pâte par litre de lait. Maman lui avait ensuite fait la démonstration du malaxage, où, à la pâte, on incorpore du sel et du pénicillium, et enfin, le moulage. Nous utilisons beaucoup de moules en forme de cœur, car ce sont les plus demandés. Mais pour certains clients, maman fabrique aussi des briquettes, des carrés ou des bondes. Après le moulage, il faut attendre une dizaine de jours pour que la pellicule blanche, due au pénicillium, se développe sur l'extérieur du fromage et lui donne sa croûte fleurie. Dès lors, il peut déjà être consommé, mais nous le laissons le plus souvent affiner davantage pour les clients qui l'aiment plus crémeux et plus fort. Willy s'est tout autant passionné pour la fabrication de la crème et du beurre. Son intérêt pour le travail de ma mère s'était accru après notre rupture. Sans doute un moyen de s'occuper pour ne pas trop penser. Depuis le début du mois de décembre, maman l'avait même emmenée avec elle sur le marché de Neuchâtel où elle écoulait une bonne partie de sa production. Et apparemment, la présence de Willy dopait les ventes, d'après les dires de maman, qui avait remarqué un afflux de nouvelles clientes, généralement jeunes. Les femmes sont toujours sensibles au charme d'un bel homme, et Willy, depuis qu'il s'est refait une santé, est un très bel homme. Avait émis Albertine, pince sans rire. Je suis certaine que si tu mets une photo de lui au lieu de celle de la ferme sur tes étiquettes, tu vendras encore plus de fromage, avait-elle ajouté pour ma mère. Tous avaient ri, sauf Willy qui avait rougi, et moi parce que j'étais jalouse. Non parce que le visage de Willy deviendrait celui de la ferme, mais à cause de ces femmes qui s'intéresseraient encore plus à lui. Ma grand-mère vient me voir dans ma chambre après la pause casse-croûte du matin, où Willy et moi nous sommes efforcés de garder nos distances, comme nous en avions pris l'habitude depuis quelques semaines. « Alors, ma petite Hélène, tu as l'air d'aller mieux ?» commence-t-elle en s'asseyant sur mon lit. « Beaucoup mieux, en effet. Je serai complètement en forme pour reprendre mon poste à la rentrée. »« Tu as meilleure mine, bien que tes yeux soient encore cernés. Mais ils ont retrouvé leur éclat, tout comme ton teint, celui d'une femme amoureuse. » Je sursaute à ce pavé dans la mare. « Tu crois que je ne t'ai pas entendu cette nuit, quand tu es descendu à pas de loup dans le vestibule, pour prendre tes affaires et ensuite dans le cellier, pour emprunter le souterrain ?» ajoute-t-elle goguenarde. « Je n'ai pas attendu que tu remontes. Je me suis douté que tu ne reviendrais pas de la nuit. » Mes prunelles ont dû s'écarquiller outre mesure, car elle rit de bon cœur. « Allez, à vous. Tu as rejoint Willy cette nuit. »« Enfin, car je ne vois pas où tu pourrais être allé autrement. » Je rougis jusqu'à la racine des cheveux, confirmant par mon attitude ce que mes lèvres refusent de révéler. Ça valait le coup, au moins. Amoureux comme il est, j'ose espérer que oui. Me voyant toujours muette comme une carpe, elle insiste. « Tu sais, tu n'as pas à avoir honte, alors ?»« Oui. » avouai-je d'une voix à peine audible. Je suis allée le rejoindre
pour le pousser dans ses retranchements après son mensonge sur sa soi-disant fiancée. Et il n'a jamais eu de fiancée. Et nous nous aimons, grand-mère. Cette nuit a été la plus belle que j'ai jamais vécue. Voilà, tu es contente? Béni sois-tu, mon Dieu. Enfin, elle a sauté le pas. Je regarde ma grand-mère comme si elle avait proféré une insanité, et ce n'est pas loin d'en être une que de remercier Dieu de la perte de ma virginité. Ne me regarde pas comme ça, crevette. Moi aussi j'ai été jeune. Pour te mettre à l'aise, je vais te faire une confidence. Ni tes parents, ni ton frère, et encore moins ta tante Élisabeth ne doivent savoir. Elle me raconte alors qu'en 1902, elle a rencontré un homme dont elle a été éperdument amoureuse alors qu'elle était mariée et mère de 2 enfants. Tu sais, depuis peu de temps, que le mariage de ton grand-père avec moi était un mariage arrangé. Il n'y a jamais eu de véritable amour entre nous, mais avec le temps, de l'affection et de la tendresse. Ton grand-père était un homme courageux, mais au lit, maintenant que tu sais comment ça se passe, il était plutôt du genre rapide. Comme les lapins, si tu vois ce que je veux dire. Je réprime un fou rire. Un jour, que j'étais en train de traire dans le pâturage, j'ai vu un homme assis sous un des arbres qui bordent la Varenne. Il semblait écrire quelque chose dans un carnet, mais je n'y ai pas prêté plus attention que cela. Mais le lendemain, il était encore là. La curiosité l'a emporté, et la traite terminée, je suis allée lui demander ce qu'il faisait là. C'est ainsi que nous avons fait connaissance. Il m'avait déjà croisé dans le village quand j'allais vendre mes fromages, et je l'inspirais, disait-il. C'était un écrivain, un poète plus exactement. Ma grand-mère a été une muse? Waouh, m'écriai-je médusée. Il était connu? Dans son pays, peut-être. Il m'a dit qu'il était professeur dans une université à Iéna. Je m'en rappelle à cause de la victoire de Napoléon. Il s'appelait Bruno. Il était veuf, père de 2 enfants, et faisait des cures régulièrement depuis le décès de son épouse. Il était venu à Forges dans le but de soigner sa neurasthénie. Il en avait profité pour visiter la région et avait aimé Saint-Martin, où il avait pris une chambre. C'était un très bel homme, blond, aux yeux très bleus. Et moi, je n'étais pas mal non plus à l'époque. Il est revenu chaque jour et, de fil en aiguille, nous nous sommes rapprochés. Tellement rapprochés que nous avons fini par faire l'amour dans un bosquet. Après, nous nous sommes vus dans le souterrain. Mon histoire avec Bruno a duré 3 semaines. Mais 3 semaines de bonheur, pendant lesquelles j'ai enfin connu ce qu'est le plaisir. Il était tendre, attentif, patient et surtout amoureux, tout ce que n'était pas ton grand-père. Grand-mère Albertine semble se perdre quelques instants dans le passé, et ses yeux ont semblé s'illuminer en parlant de son amour pour cet homme, un Allemand de surcroît. Et puis, il m'a annoncé qu'il devait rentrer en Allemagne. Il voulait que je parte avec lui. Si lui était veuf, moi j'étais mariée avec 2 enfants encore très jeunes. Je suis restée pour Armand et Élisabeth. Quelque temps après son départ, j'ai découvert que j'étais enceinte. Cet enfant ne pouvait être que de Bruno, car ton grand-père ne m'avait pas touchée depuis un moment. Suite à cette découverte, j'ai laissé ton grand-père honorer ma couche 1 ou 2 fois, pour n'éveiller aucun soupçon. Je désirais l'enfant de Bruno, quitte à faire endosser sa paternité par un autre. Malheureusement, j'ai perdu ce bébé. J'ai fait une fausse couche à un peu plus de 3 mois de grossesse. C'était un petit garçon. Pour la première fois, je vois alors ma grand-mère pleurer. Je la prends dans mes bras. Elle me paraît si fragile alors. Je voulais tant cet enfant. La preuve de mon amour avec Bruno. Mais Dieu a certainement voulu me punir. Je la berce comme une enfant, mais elle se ressaisit très vite. Vaillante Albertine. Alors, si toi, avec Willy, vous avez la chance de connaître ce grand amour, comme celui que j'ai brièvement connu avec Bruno, cet amour qui est à la fois charnel et spirituel, saisissez cette chance. D'ailleurs, ton Willy me fait penser un peu à mon Bruno. Je te le promets, grand-mère, d'autant que nous sommes fous l'un de l'autre. Et Willy est un merveilleux amant.
Cependant, ma grand-mère n'est pas au bout de ses confidences. Et elle me révèle comment, avec Paola et André, ils ont tout fait pour que je connaisse la vérité sur l'histoire de la fausse fiancée de Willy. J'apprends comment Paola a questionné Karl, qui a évoqué le stratagème de Willy pour m'éloigner, et comment ensuite mon frère et ma belle-sœur ont œuvré pour que j'entende la confession de Willy, sans que ce dernier, piégé comme moi, n'en sache rien. Nous n'en pouvions plus de vous voir malheureux l'un et l'autre. Nous avons donné un coup de pouce au destin, me déclare malicieusement Albertine. Au fond de moi, je les remercie. Je leur serai toujours reconnaissante. Lorsque je retrouve mon Willy le soir, je lui révèle, après l'amour, le stratagème de nos 3 alliés pour nous réconcilier, mais aussi que ma grand-mère a repéré mon manège de la veille. « Bon sang, je ne vais plus pouvoir la regarder en face » s'exclame-t-il. « Calme-toi, mon amour. Elle est ravie pour nous. Et si tu veux savoir, mais ne le répète jamais, tu n'es pas le premier Allemand à te glisser entre les draps d'une 2 années. Quoique, dans notre cas, c'est plutôt moi qui me suis glissé dans ton lit. » Comment ça? Je lui relate, après lui avoir fait prêter serment, l'aventure d'Albertine et Bruno, sans trop rentrer dans les détails. L'histoire semble le laisser pensif. Il est vrai que 2 femmes de la même famille qui tombent amoureuses d'un Allemand, ce n'est pas banal. Quand l'a-t-elle rencontré? Me demande-t-il, apparemment très intéressé par cette romance. En 1902, d'après ce qu'elle m'a dit. Il était venu en cure à Forges pour soigner une neurasthénie, peut-être due au décès de sa femme, je n'en sais trop rien. Cet homme était veuf? Oui, et père de 2 enfants. Elle t'a dit d'où il venait exactement? Pas précisément. Grand-mère a juste évoqué une université à Iéna où il enseignait. Elle s'en souvenait à cause de Napoléon. Pourquoi toutes ces questions? Il ne me répond pas tout de suite, l'air perturbé par ce que je viens de lui confier. Léna, ce que tu me dis de cet homme, le grand amour de ta grand-mère, manifestement, tout concorde avec mon grand-père, annonce-t-il d'un air grave. Quoi? M'étonnai-je ébranlé. Le père de ma mère s'appelait Bruno, et il était professeur de littérature à l'université d'Iéna. Ma grand-mère est décédée en 1899, peu de temps après la naissance de ma mère, qui a un frère aîné. Et je sais que mon grand-père a séjourné en France avant la Grande Guerre. En effet, ça fait beaucoup de coïncidences. Je ne vois qu'un seul moyen de le vérifier. Demandez à Albertine. Willy émet une objection de taille. Je n'étais pas censé lui raconter cette histoire. Objection que je balais en assurant que ma grand-mère ne m'en voudra pas, surtout si Willy s'avère être le petit-fils de son grand amour. Nous prenons donc la décision de questionner Albertine dès le lendemain. Le vendredi 22 décembre, avant qu'Albertine monte se coucher, je lui propose une infusion en ma compagnie. Lorsque Willy nous rejoint, elle ne semble qu'à demi surprise. « Ça sent le coup monter, ton affaire, ma crevette. Vous voulez en savoir plus sur notre conspiration pour vous rabibocher ?»« Non, il ne s'agit pas de cela, grand-mère. Je sais que tu m'avais demandé de ne pas parler de Bruno, surtout à mes parents, à André et à tante Elisabeth. Mais j'ai senti le besoin d'en parler à Willy. Et il se pose beaucoup de questions à ce propos. »« Pourquoi donc ?» émet Albertine étonnée. « J'ai connu un Bruno, professeur à Iéna, veuf avec 2 enfants, déclare Willy. Aussi, je me demande si votre Bruno n'est pas la même personne. Vous rappelez-vous son nom de famille? » Évidemment. Comment pourrais-je l'avoir oublié? Je me souviens de chaque moment avec lui. Il s'appelle, car j'espère qu'il est toujours en vie, Bruno Neumann. Je vois Willy pâlir et vaciller en entendant ce nom. Si je comprends immédiatement pourquoi, ma grand-mère, elle, reste bouche bée. Mais mon amoureux attrape ma main et s'est déjà repris. Albertine, Bruno, votre Bruno, ajoute-t-il après 2 ou 3 secondes d'un lourd silence, était mon grand-père maternel. Je dis était, car, j'en suis désolée, il n'est plus de ce monde. Il avait été condamné à 8 mois d'emprisonnement en camp de concentration à Oranienburg en août 1933
pour opposition à Hitler, comme membre du SPD. Il en est sorti, mais il est mort en 1935, d'une tuberculose vraisemblablement contractée dans le camp. Les yeux de ma grand-mère s'emplissent de larmes à cette révélation, mais elle reste stoïque. « Tu me confirmes que j'ai eu raison d'aimer cet homme, mon petit Willy ?» déclare-t-elle émue. Lui aussi s'est opposé à ce salaud d'Hitler. Je t'ai toujours trouvé un faux air de mon Bruno, et maintenant, je sais pourquoi. Il ne me reste de lui que 2 photos, dont une est toujours sur moi dans ce médaillon. J'ai toujours connu ce médaillon au cou de ma grand-mère. Je m'amusais à l'ouvrir pour regarder les photos qu'il contient quand j'étais petite. Lorsqu'elle l'ouvre d'un côté, il y a mon père et sa sœur, et de l'autre, moi, André et ma cousine Simone. Mais cette fois, elle soulève la photo où nous figurons, André et moi, pour révéler la photo d'un homme aux cheveux clairs et aux yeux très bleus, qui ressemble en effet à l'amour de ma vie, notamment le regard et le nez. Je sens mon amoureux serrer ma main dans la sienne avec force. Je suis contente que mon Hélène ait trouvé l'amour auprès de toi, Willy. Tu es encore plus beau que ton grand-père, et je suis certaine que tu as hérité de sa tendresse et de sa patience, comme tu as hérité de lui ton amour de la littérature. Un peu de lui et de moi survivra un jour dans vos enfants. Grâce à vous, lui et moi serons un peu réunis. Un sourire étire mes lèvres à cette évocation, et Willy est aussi troublé que moi. Hélène, 23 décembre 1945. La période de Noël a toujours été un moment important de l'année pour ma famille, mais cette fois, elle a pris une couleur particulière avec la participation de Paola, de Willy et Karl, qui ne se contentent pas du maigre sapin que nous avions l'habitude de décorer sous l'égide de maman et Albertine lorsque nous étions petits, moi et André. André et Karl ont ramené un sapin de plus de 2 mètres. Nous devons maintenant le décorer et nous allons y consacrer l'après-midi. Nous sommes déjà le 23 décembre et il est grand temps. C'est dimanche et nous n'avons à nous préoccuper que des soins aux animaux. Mon père étant à la chasse avec des fermiers voisins, Willy et moi avons moins besoin de nous cacher, d'autant que ma mère est en cuisine avec Albertine. Paola et André évoquent la magie de cette fête en Bavière avec les marchés de Noël, chose inconnue en France, sauf en Alsace-Lorraine. Même mon frère a des étoiles dans les yeux lorsqu'il me parle de ces Christkindlmärkte qui envahissent les places des villes et des villages. Dans une ambiance festive, chaleureuse et féerique, où se vendent jouets, décorations, produits locaux et pains d'épices artisanaux. Paola m'explique que parmi les décorations des arbres de Noël, outre les habituels anges et étoiles, il y a surtout beaucoup d'enfants Jésus, qui ne ressemblent pas forcément à la représentation que nous en avons en France. En Bavière et en Autriche, il est souvent personnifié par une jeune fille aux cheveux longs, toute de blanc vêtue et coiffée d'un voile, m'explique-t-elle. Et c'est son apparition le soir de Noël, le 24, qui accompagne l'ouverture des cadeaux par les enfants. Devant mon air éberlué à cette idée d'une jeune fille en enfant Jésus, elle éclate de rire. Je te rassure, l'enfant Jésus est le même que le vôtre dans les églises partout en Allemagne, même en Bavière, m'assure Willy tout bas. Et puis, tu sais, Paola et André ne connaissent pas le marché de Noël de Francfort. C'est le plus grand d'Allemagne. Enfin, c'était, car avec les bombardements, beaucoup de lieux emblématiques ont été détruits. Un jour, peut-être, je t'y emmènerai pour le lieu, mais aussi ses spécialités, telles que les Bettmännchen de Francfort, le vin de pomme chaud et autres gourmandises. « Et c'est quoi, les Bettmännchen ?» demandai-je en prenant sa main en douce. Il s'agit d'une spécialité pâtissière originaire de Francfort, avec une pâte proche du massepain, composée de poudre d'amande, de sucre glace et d'eau de rose, qui est divisée en petites boules, surmontées de 3 moitiés d'amandes, badigeonnées de jaune d'œuf et cuites au four. « Rien que l'entendre de ta bouche, ça a l'air délicieux, lui murmurai-je, en l'attirant à l'abri des regards pour un baiser volé. Difficile d'ignorer les sourires qui s'esquissent sur les visages de mon frère, de sa femme et Karl, car bien qu'à demi cachée, notre complicité ne passe pas inaperçue. « Pas la peine de vous cacher devant nous, assène mon frère, quand nous réapparaissons après notre brève étreinte. Et surtout, pas la peine de t'éclipser avant que je me lève, Hélène, me chuchote Karl en passant. Je sais très bien que vous couchez ensemble. Vous oubliez que ma chambre est juste à côté de celle de Willy.
Malgré leur autorisation, nous restons sur nos gardes, et bien nous en prend. Car vers 17h, René arrive la bouche en cœur. Je ne suis pas très surprise. Depuis mon accident, il vient aux nouvelles tous les 2 jours, et je sais que je ne vais pas pouvoir retarder ma réponse à sa demande en mariage ad vitam aeternam. De toute façon, je lui ai dit que je lui donnerais une réponse avant la fin de l'année. Et je pense que le moment est venu. Willy et Karl préfèrent filer à l'anglaise. Un comble pour 2 Allemands. De toute façon, l'heure de la traite approche. Quant à mon frère et Paola, après un verre de cidre pris avec René, il me laisse seul avec lui. René, c'est très bien que tu sois passé aujourd'hui. Tu as été très patient et je dois dire que je t'ai imposé un délai de réflexion qui a pu te sembler long. Tu mérites que je sois patient, et ma demande t'a certainement prise de court. Sa confiance en lui me met un peu mal à l'aise. En effet, je ne m'y attendais pas. Je te connais depuis l'enfance. Pour moi, tu es le copain de mon frère aîné. Lorsque je t'ai vu à la gare, c'était une évidence pour moi. Tu es devenue une jeune femme magnifique. Qui aurait pu croire que l'adolescente maigrichonne que j'avais connue avant la guerre et qui était un vrai garçon manqué devienne une telle beauté? Ce jour-là, j'ai eu un vrai coup de foudre. Mais je n'ai rien voulu précipiter. Et je t'en sais gré. En vérité, je ne sais pas comment lui annoncer ma décision. Je ne veux pas être la cause d'une rupture de son amitié avec André. René, comme je te l'ai dit, je t'ai toujours vu comme l'ami de mon frère, et je ne m'imagine pas te voir autrement. Ma réponse, tu dois donc t'en douter maintenant, n'est pas celle que tu espères. Pour cette raison, je ne peux pas t'épouser. Mais je ne voudrais pas que mon refus ait un impact sur ton amitié avec André. Simplement, je ne suis pas amoureuse de toi. Est-ce nécessaire d'être amoureux pour se marier? Je peux t'aimer pour 2. Ce n'est pas si simple. D'ailleurs, es-tu si sûr d'être amoureux de moi, René? N'est-ce pas qu'une illusion? Tu me plais. N'est-ce pas suffisant? L'attirance physique ne suffit pas, René. Il faut aussi avoir des valeurs et des goûts en commun. Je te l'accorde, nos familles ont des valeurs en commun. De ce côté-là, pas de problème. Mais pour les goûts, c'est autre chose. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Je vois, déclare-t-il sombrement. J'épouserai un homme dont je serai amoureuse. Et cet amour devra être réciproque. Un homme avec qui je partagerai tout, pas seulement son lit. Un intello comme toi, j'imagine. Eh bien, bonne chance, annonce-t-il d'un ton maussade. Ne sois pas amer, René. Si je ne trouve pas cette perle rare, je resterai célibataire. Cela ne me pose aucun problème. Et toi, je suis certaine que tout ouvrage chaussure à ton pied. Je le sens vexé par mon refus, blessé dans son orgueil, et je redoute le jour où il s'apercevra de qui je suis éperdument amoureuse. Je vais devoir redoubler de prudence tant qu'il n'aura pas trouvé quelqu'un qui lui plaise. Il ne faudrait pas qu'il s'en prenne à l'homme de ma vie, qui reste un prisonnier de guerre et toujours affilié au camp de Bolbec. Si jamais, suite à une dénonciation malveillante, Willy devait être obligé de retourner à Bolbec, et qui sait, dans un autre dépôt plus éloigné, nous serions séparés. Je ne le supporterais pas. Mon soupiron est conduit et quitte le manoir sans dire au revoir à quiconque. Quant à moi, j'informe mon frère que j'ai enfin donné ma réponse, mais que je crains les conséquences. André me rassure comme il peut, mais il sait aussi que René peut être rancunier. L'annonce à mon père est un peu plus délicate, mais ma mère et Albertine sont à mes côtés. Je sais qu'il est déçu que ce mariage ne se fasse pas. Toutefois, ce n'est apparemment pas la fin du monde. La seule pierre d'achoppement pour une hypothétique vengeance est ma liaison avec Willy. Pour le reste, en ce qui concerne nos 2 PGA, les directives de la DGPG sont appliquées. Ils sont logés à part, bien qu'ils pourraient désormais l'être au manoir, et ils sont sous la garde de mon frère, qui a un permis de port d'armes et est en outre ancien prisonnier de guerre lui-même. Ils portent leurs vêtements militaires, du moins la veste marquée PG, notamment pour aller au village, et, dans ce cas, toujours accompagnés d'André. Ils prennent leur repas à notre table, ce qui est maintenant autorisé. Willy et Karl font tous 2 un excellent travail, et même mon père le reconnaît maintenant. La seule entorse que nous avons commise est de les emmener avec nous à la messe avant que la DGPG l'autorise en septembre. André a toujours veillé à respecter les consignes.
nourriture suffisante, logement et couchage, équipements nécessaires pour le travail, soins médicaux et dentaires. Nous considérons en réalité Karl et Willy comme des membres de la famille, sans en faire étalage, car certains pourraient jaser. Chaque mois, André retire les cartes d'alimentation à leur nom à la mairie et respecte les règles concernant leur rémunération, celles concernant leur repos hebdomadaire de 24 heures. Il va aussi chaque mois au camp de Bolbec chercher le savon, les vêtements quand il y en a, ainsi que le tabac, même si ni l'un ni l'autre ne fume. Le but est de ne pas attirer l'attention, notamment par une attitude trop laxiste. Karl et Willy le savent très bien et jouent le jeu et ne sortent jamais seuls. En effet, ils n'iraient jamais seuls au café et encore moins au bal. Ils ne se sentent pas brimés pour autant. La DGPG doit de toute façon visiter les commandos au moins une fois par trimestre, ce qui est apparemment difficile car ils sont dispersés dans la région. Nous n'en avons vu des représentants qu'une seule fois, et leur rapport était positif. André reste méfiant. Une dénonciation pour surveillance défectueuse est toujours possible. Néanmoins, les autorités militaires peuvent toujours venir vérifier. Ils ne trouveront rien. Hélène, fin décembre 1945. Nous fêtons Noël tous ensemble. Paola a reçu des nouvelles de sa famille et se montre on ne peut plus joyeuse, même si ses montagnes lui manquent. Elle a reçu non seulement des nouvelles de ses parents et de son frère aîné, Tobias, qui est rentré chez lui, mais aussi de son second frère Léo. Ce dernier, toujours prisonnier en Angleterre, sait enfin où se trouve Sonia, la femme qu'il aime. Mais son parcours n'a pas été réjouissant. Pour avoir couché avec un Allemand, comme beaucoup d'autres Norvégiennes et d'autres femmes, en France, en Belgique, au Danemark, accusée de collaboration horizontale, elle a été tondue en public. Mais le gouvernement norvégien est allé plus loin et beaucoup ont été internés et privés de leur nationalité norvégienne, notamment celles qui avaient épousé un Allemand. En ce qui concerne Sonia Nielsen, elle a été internée à la prison de Bredtveit près d'Oslo, avec d'autres compatriotes, appelés Tiskerietne, comme elle, officiellement pour les protéger de lynchage ou de propagation de maladies vénériennes. Ces rapprochements entre soldats allemands et norvégiennes étaient mal vus, même si dans le nord de la Norvège, ils étaient inéluctables, notamment en Laponie, d'où Sonia est originaire, puisque le nombre de soldats allemands était souvent beaucoup plus important que celui des autochtones. Finalement libérée, elle a trouvé refuge en Suède, à Kiruna, chez sa tante maternelle mariée avec un sami suédois. Après ces nouvelles rassurantes, Paola peut retrouver un peu de sérénité. Dans une quinzaine de jours, son bébé sera là. Mais ni elle ni André ne veulent dévoiler les prénoms qu'ils ont choisis. Même Karl a fini par recevoir du courrier de Wernigerode, où ses parents et sa sœur vivent toujours. Même si la lettre était relativement courte, le lien est rétabli. Toutefois, Karl n'envisage pas de retourner en Saxe-Anhalt, en zone soviétique, et personne ne sait combien de temps cette situation va durer. Seul Willy n'a toujours aucune nouvelle de son oncle et de ses cousins, sans doute eux aussi en zone soviétique, à moins que, comme beaucoup d'Allemands, sa famille ait fui devant l'avancée de l'armée rouge en avril 1945. Les lettres qu'il a envoyées depuis avril 1944, quand il avait eu connaissance du décès de sa mère sous les bombardements de Francfort, étaient restées sans réponse. Il n'avait qu'une seule adresse, celle d'Eisenach. C'est un peu comme si la famille Neumann s'était évaporée. Je voudrais l'aider à retrouver une trace de sa famille. Il doit être possible de retrouver la trace de son cousin Helmut, via les archives de la Wehrmacht, ou encore via la Croix-Rouge allemande. Je vais me renseigner. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Après la messe de minuit et le repas de réveillon concocté par maman et Albertine, c'est enfin la remise des cadeaux. Nous avons veillé à ce que chacun en ait un. Souvent un cadeau utilitaire en cette période où le rationnement subsiste encore. Paola a beaucoup tricoté et n'a pas fait de jaloux entre son mari et ses deux compatriotes qui se retrouvent avec chacun un pull. Je manque de m'étouffer de rire car on dirait presque des triplés. À mon père, elle a offert une pipe. Et pour Albertine, maman et moi, elle a confectionné des tabliers inspirés des costumes de Bavière. Mon frère a offert aux hommes chacun une bouteille de schnapps qu'il avait dû cacher dans son bagage, et à nous, les femmes, du tissu qu'il a déniché Dieu sait où, car cela reste difficile à trouver.
Albertine et maman nous ont confectionné des gourmandises. Même nos deux prisonniers ont trouvé le moyen de faire des cadeaux. Ne fumant ni l'un ni l'autre, ils ont offert du tabac à mon père et à mon frère, et fabriqué des objets en bois sculptés pour les dames, tel ce coffret pour ranger sa correspondance pour Paola, et ce magnifique plumier pour moi, dans lequel je trouve glissé un poème rédigé par Willy. Je maîtrise désormais suffisamment l'allemand pour le lire seul. Mes cadeaux ne sont pas moins utilitaires, comme le nécessaire de toilette pour Paola, une nouvelle chemise pour chacun des hommes, un chapeau pour Albertine et un joli gilet pour ma mère. Mais j'ai moi aussi glissé autre chose dans le paquet de Willy, la chartreuse de Parme de Stendhal, avec une dédicace à l'intérieur. Mais mon plus beau cadeau, c'est de retrouver les bras de mon amoureux pour la nuit. Le jour de l'an est beaucoup plus festif, et à cette occasion, j'ai ressorti les disques utilisés le 15 juillet, ainsi que quelques nouveaux. Le chaste baiser échangé à minuit avec Willy se transforme en baiser langoureux lorsque mon père est parti se coucher, suivi naturellement de ma mère qui, elle, n'est pas dupe de la relation qui nous lie. La distance entre nous, lors de nos danses, devient elle aussi nettement moins protocolaire. Que va nous réserver 1946 ? Un bébé pour André et Paola, ça c'est certain. Et nous l'attendons avec impatience. Pour le reste, advienne que pourra, du moment que Willy reste près de moi. Hélène, 6 janvier 1946. Le bébé s'annonce le jour des rois, un dimanche, avec une bonne semaine d'avance. Willy, maman et moi sommes à la traite, lorsqu'André arrive en trompe dans l'étable. « Maman, Paola est pliée en deux, elle dit que c'est pour aujourd'hui. »« J'arrive, » répond calmement ma mère, comme si c'était quelque chose de quotidien. Ma mère ne s'énerve jamais, au contraire de mon père qui est plus sanguin. « Tu as prévenu Albertine » demande-t-elle d'une voix posée. « Non, pas encore, elle est partie au poulailler. »« Eh bien, préviens-la et remonte auprès de Paola. Elle va avoir besoin de toi. » Obéissant, comme lorsqu'il était un petit garçon, André repart exécuter les ordres de maman, qui termine la traite de Tulipe, une vache de 3 ans. « Vas-y, maman, nous nous occupons du reste avec Willy, lui proposai-je. Lorsque je rentre dans le manoir après avoir laissé Willy avec Karl et mon père pour le nettoyage de l'étable, Albertine a mis de l'eau à bouillir et a déjà préparé des draps propres. Elle me fait signe que ma mère est en haut. Paola marche de long en large, appuyée sur André d'un côté et ma mère de l'autre. Le mouvement semble soulager ses douleurs. J'interroge ma mère du regard. La dilatation du col est déjà à 5 cm. Ça progresse bien. Il va falloir compter encore 4 ou 5 heures avant l'arrivée du bébé. Marcher fait du bien à Paola et favorise l'ouverture du col. Les contractions ont lieu toutes les 4 minutes et durent près d'1 minute. Tu penses qu'il faut prévenir le docteur Levasseur maintenant ? Oui, vu le temps qu'il fait dehors, ce serait bien d'aller le prévenir par précaution. Je vais y aller. N'y va pas en vélo, me dit précipitamment mon frère. Il jette la pierre fendre. Dis à Willy de t'accompagner et prenez la voiture. Précise-lui où en est Paola, ajoute ma mère. Il est 9 heures. Le bébé devrait arriver en début d'après-midi. Je descends l'escalier 4 à 4, préviens Albertine de l'évolution du travail au passage, avant de m'élancer vers l'étable sans omettre d'attraper les clés de la Viva 4. Papa, Karl, je vous enlève Willy, ordre de maman. Nous devons prévenir le docteur. Mon père opine du chef sans prononcer un seul mot. Willy range ses outils et court se laver les mains au robinet le plus proche. Revêtu de sa veste militaire, il s'installe derrière le volant de la Renault. Il a plus l'habitude de conduire la bétaillère lorsqu'il accompagne maman au marché. C'est toujours lui qui conduit depuis. Maman ne le fait que par obligation. Willy, lui, adore conduire. Le trajet est assez court puisque seulement 4 kilomètres séparent la ferme du cabinet du docteur Levasseur. Je meurs d'envie de poser ma tête sur l'épaule de mon amoureux, mais quelqu'un pourrait nous voir. Je me contente d'admirer son profil. Comment peut-il être si beau ? Comme s'il avait deviné que je pense à lui, sa main droite lâche le volant quelques secondes pour caresser ma main. Un jour, moi aussi, j'aimerais donner naissance à ton enfant, Willy. Un petit garçon, une petite fille, peu importe, et je voudrais que notre bébé te ressemble. Et moi, j'aimerais que cet enfant te ressemble, Léna. Alors nous devons en faire 2, mon amour, répliquai-je en riant. Un qui te ressemble et un qui me ressemble.
Il ne me faut pas longtemps pour informer le médecin de l'imminence de l'arrivée du bébé de Paola et André. Pendant ce temps, mon amoureux attend dans la voiture. Tu diras à Aglaé que je serai là vers 13h. C'est un premier bébé, je pense qu'il n'arrivera pas avant 14 ou 15h, vu les informations que tu m'as transmises. Alors que je sors du cabinet pour remonter en voiture, je crois celui que j'aurais préféré éviter. René. Son regard va de la voiture dans laquelle attend Willy à moi. Un problème à la ferme, demande-t-il distant. Simplement le bébé de Paola qui veut pointer le bout de son nez. André a préféré rester avec sa femme. Je vois, c'est pour ça que c'est Willy qui conduit. En effet, à la demande d'André. Je le sens suspicieux, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait trouver d'anormal. Je n'ai qu'une hâte, rentrer, échapper à son regard inquisiteur. Il te tiendra certainement au courant lorsque le bébé sera là. Maintenant, je dois y aller. Tu souhaiteras le bonjour à tes parents. Je n'attends pas sa réponse pour m'engouffrer dans la voiture. Willy a aperçu mon malaise, et sa main presse de nouveau la mienne en cours de route. Ce n'est que lorsque la Renault est rangée dans le bâtiment à côté de la bétaillère que je me blottis contre lui un instant. Mon père et Karl sont en train de casser la croûte dans la cuisine, pendant qu'Albertine s'occupe du repas de midi. Le docteur viendra vers 13h, annonçai-je laconique. Je vais voir là-haut s'ils ont besoin de quelque chose. Cette fois, Paola s'est allongée. Les contractions, qui jusque-là ressemblaient plus à des règles très douloureuses d'après Paola, sont devenues plus intenses. Je glisse à l'oreille de maman que le médecin sera là vers 13h. Voulez-vous que je vous apporte quelque chose à boire et à manger? Oui, s'il te plaît, de l'eau, surtout pour moi et Paola. Vois avec ton frère pour le reste, lui a peut-être faim. C'est finalement tout un plateau avec boissons et encas que je remonte. Maman accompagne Paola au moment des contractions, de plus en plus longues et douloureuses, en lui faisant prendre de grandes inspirations par le nez et en soufflant lentement par la bouche pour l'aider à se détendre, ce qui n'empêche pas la future maman de broyer la main de mon frère. Elle a aussi fermé les rideaux pour une atmosphère plus tamisée. « Chérie, tu peux me ramener une cuvette avec de l'eau bien chaude et des linges, s'il te plaît. » Séance tenante, je redescends, et je remonte avec une cuvette et un broc plein d'eau chaude et une pile de linge sous le bras. Je profite de l'occasion pour continuer à apprendre de ma mère. Elle n'est ni sage-femme ni infirmière, mais elle a toujours su quel geste adopter pour nous soulager, moi et mon frère, lorsque nous étions malades ou blessés. Les femmes du village n'hésitent pas non plus à l'appeler en cas de besoin. Le bruit s'étant répandu qu'elle avait un don de guérisseuse. Ainsi, je la vois verser de l'eau chaude dans la cuvette et imbiber un linge du liquide chaud avant de le poser sur le bas du ventre de Paola, qui semble s'apaiser petit à petit. La chaleur apaise les muscles et réduit les sensations désagréables, me dit-elle, comme si elle avait deviné que je voulais acquérir un peu de ses connaissances. Paola, si tu te sens mieux sur le côté, n'hésite pas, même à 4 pattes si tu veux. C'est toi qui sais le mieux ce qui te soulage. Comme si elle n'attendait que ce feu vert, ma belle-sœur se met légèrement sur le côté. C'est bien, commente ma mère. Ça facilite l'ouverture du bassin et réduit la douleur. Tout va bien, chérie, la dilatation progresse. À midi, Paola en est à 8 cm. Tout se déroule comme ma mère l'a prévu. Je suis allée de nouveau remplir un broc d'eau chaude dans la salle de bain de l'étage. Maman ne lâche pas d'une semelle la parturiente, dont les contractions sont maintenant espacées de 3 minutes et durent d'une bonne minute à 1 minute et demie. D'après sa description, les douleurs ressemblent maintenant à un énorme mal de dos. « Mets-toi à 4 pattes, Paola, lui consacre ma mère. Ainsi le bébé va se tourner un peu et la douleur reviendra plus dans le ventre. » Confiante, la jeune femme prend la position conseillée qui permet aussi à maman de lui prodiguer un massage, suivi d'un linge chaud qui soulage peu à peu Paola. Lorsque le médecin arrive à l'heure dite, elle est toujours dans cette position qui semble lui apporter plus de confort, si toutefois on peut parler de confort pendant un accouchement. Elle se remet dans une posture plus adéquate pour l'examen de son col, qui a désormais dépassé les 9 cm. Eh bien, j'arrive au bon moment. Bébé est en position pour venir au monde. Encore quelques minutes. Il a à peine prononcé ces mots que la poche des os se rompt. Ça ne va plus être très long, mais les contractions vont être encore plus fortes, précise-t-il. N'aie pas peur, Paola. Je reste avec toi, annonce ma mère. Moi aussi, déclare André d'une voix un peu tremblante. Quoi qu'il dise,
je ne le sens pas très rassuré. Mais il tient la main de sa femme qui s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Ne lutte pas contre la douleur, conseille ma mère. Tu n'as plus le choix. Suis ce que te dit ton corps. Tu es forte et courageuse, chérie. Paola lui fait comprendre, gênée, qu'elle a une sensation étrange, comme une forte envie d'aller à la selle. Ça, c'est parce que ton bébé est descendu et s'est engagé dans ton bassin. Il va bientôt sortir. Détends-toi et surtout ne cherche pas à retenir quoi que ce soit. Si tu as envie de pousser, vas-y. Finalement, je sens que je ne vais pas avoir grand-chose à faire, s'exclame le docteur Levasseur. En effet, ma mère continue à encourager Paola à pousser lorsqu'elle sent une contraction arriver et à respirer profondément ensuite. Elle a commencé par bloquer sa respiration pour pousser, mais finalement, elle choisit de pousser en soufflant progressivement, ce qui lui convient mieux, dit-elle, entre deux contractions. Je retourne dans la salle de bain adjacente remplir le broc d'eau chaude, puis dévale de nouveau l'escalier sur les recommandations de ma mère et du médecin pour aller chercher de nouveaux linges. Le docteur Levasseur a raison. Il n'est là qu'en spectateur, car ma mère va même jusqu'à masser le périnée de sa belle-fille pour éviter une déchirure, explique-t-elle. Au moment de la contraction suivante et de la poussée qui l'accompagne, ma mère s'écrie soudain. « C'est bien, Paola, encore un effort, je vois la tête. Donne-moi ta main. » Paola se laisse guider pour toucher le sommet du crâne de son bébé et se laisse gagner par l'émotion, comme le futur papa. À la contraction suivante, Paola pousse un cri déchirant. « La tête est passée, c'est presque fini, Paola. Je sais, ça fait mal, et surtout ça surprend. On appelle ça le cercle de feu. » Le passage des épaules et du corps se fait en effet sans douleur apparente, comme si le bébé glissait hors du corps de sa mère. Maman l'attrape prestement et le dépose sur la poitrine de Paola au moment où le petit pousse son premier cri, ou plutôt ses premiers cris, qui ressemblent plus à des miaulements. La nouvelle maman caresse son tout petit, ému aux larmes. Mon frère n'est d'ailleurs pas mieux. Moi qui m'attendais à un cri strident, je regarde ma mère surprise. « Il ne crie pas très fort, lui dis-je tout bas, c'est normal. » Il crie, c'est suffisant pour nous indiquer qu'il respire. Chaque enfant est différent. Tous les bébés ne sont pas comme toi qui criaient au point de réveiller toute la maisonnée, s'exclame-t-elle moqueuse. Ah, enfin, je vais peut-être servir à quelque chose, s'exclame le docteur Levasseur en se préparant à ligaturer le cordon ombilical avant de le couper. Parce qu'à part noter l'heure de la naissance, 14h10, je n'ai rien fait. Ni Paola ni André, en admiration devant leur bébé, n'ont encore songé à demander si c'était un garçon ou une fille. Vous ne voulez pas en savoir plus sur votre bébé, rien que pour choisir le prénom? Ça peut être utile, demanda alors le docteur. Les enfants, je vais d'ailleurs vous le prendre quelques instants, histoire d'examiner ce bout de chou. Ni une ni deux, il soulève le nouveau-né, ce qui nous permet à tous de constater qu'il s'agit d'un beau petit garçon, qui proteste qu'on l'enlève d'un endroit où il se trouvait bien. Tout ça pour être pesé et examiné sous toutes les coutures. Le docteur passe ensuite de nouveau le relais à ma mère, afin qu'elle nettoie rapidement et habille chaudement le nourrisson, avant de le rendre à sa mère, qui serre contre elle son trésor. Pendant ce temps, il s'occupe de la délivrance, qui semble se passer sans aucune douleur. Et le bébé, lui, se préoccupe surtout de trouver le mamelon de sa maman. Il me fait penser à tous ces petits animaux si mignons que j'ai vus naître à la ferme, encore maladroits et si touchants. Comment allez-vous l'appeler, hasardai-je, puisque personne ne l'a encore demandé. Paola regarde son mari avec un air d'adoration qui m'émeut, le même regard que je pourrais porter sur Willy. Notre petit ange va s'appeler Gabriel, dit simplement mon frère. Gabriel, Martin comme le père de Paola, et Armand comme papa. Sois le bienvenu, petit ange Gabriel, soufflai-je à mon neveu en déposant un baiser sur son crâne couvert d'un léger duvet brun. Ma mère, le docteur et moi laissons les nouveaux parents et leur bébé pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je redescends en même temps le broc et les linges utilisés dans la cuvette. Albertine, surtout, est impatiente de savoir. « C'est un beau petit garçon, annonce alors le docteur. Mon père, comme d'habitude, est peu prolixe, mais je vois bien qu'il est ravi. Vous boirez bien un coup de cidre avec un bout de galette, propose-t-il au médecin. Je ne sais pas si je le mérite, car je n'ai pas fait grand-chose. Aglaé a pratiquement tout fait d'un bout à l'autre. Votre femme a un don, Armand. Avec elle, vous êtes tous entre de bonnes mains.
Albertine ne lui laisse pas le choix et le sert généreusement, ainsi que toutes les personnes présentes. Au premier petit enfant de la famille de Zanet, déclare le docteur en levant son verre. Le premier d'une longue série, peut-être. Qui sait si le prochain ne sera pas le tien, Hélène? Il faudrait déjà qu'elle trouve un mari qui lui convienne, ronchonne mon père. Mademoiselle est difficile. Mon regard croise celui de Willy. Je ne sais pas quand j'aurai un enfant, mais je sais très bien avec qui je veux l'avoir. Hélène, 24 février 1945. Dans les jours qui suivent, tous les membres de la famille, que j'élargis à Willy et Karl, font la connaissance de Gabriel. Un bébé calme, mais qui, pendant quelque temps, ne va probablement pas laisser ses parents dormir des nuits complètes. Quant à moi, j'adore m'occuper de mon neveu lorsque je rentre le soir. Il est très vite question du baptême. Tout naturellement, mon frère et ma belle-sœur se tournent vers moi pour me demander d'être la marraine de leur bambin, mission que j'accepte avec joie. « Et pour le parrain, qui avez-vous choisi » interrogeai-je ingénument. « Je pense demander à René, si cela ne te gêne pas. » Pourquoi cela devrait-il me gêner? Je vois bien que tu fais tout pour l'éviter. Être parrain et marraine, même si nous devons veiller sur ton fils et à son éducation chrétienne, ne signifie pas que nous le fassions au même moment. Les seuls moments où nous serons contraints de nous côtoyer en dehors du baptême, ce sera au moment de la communion de Gabriel et celui de son mariage. D'ici là, il aura trouvé une épouse. Donc tu n'y vois pas d'objection majeure? Aucune. De fait, ce 24 février, jour du baptême, je n'ai quasiment pas à subir la proximité de René, si ce n'est à l'église. Gabriel est vêtu de la robe de baptême de Linon que son père lui-même a portée autrefois. Voir mon neveu dans cette longue robe ornée de fins plissés et de dentelles et sa petite frimousse émergeant des bords en dentelle de son petit béguin est émouvant. Même si le mois de février est relativement doux, Paola l'a emmitouflée dans un grand châle qu'elle a réalisé pour l'occasion au crochet. Elle est vraiment douée pour tous les travaux d'aiguille, qu'il s'agisse de tricot, crochet, broderie, couture. La femme parfaite. Je dois dire que si je sais faire tout cela aussi, ce n'est pas mon passe-temps favori. Est-ce que Willy s'attend à ce que je sois un jour une parfaite femme d'intérieur? Non, je suis certaine qu'il m'aime pour ce que je suis. En tout cas, je l'espère, car je ne me vois pas jouer le rôle d'une femme que je ne suis pas. Pourtant, pour lui, je crois que je suis capable de n'importe quoi, comme le rejoindre chaque nuit comme une gourgandine. Il est celui que j'attendais sans le savoir. C'est avec lui que je veux construire ma vie, avoir des enfants. Je crois que je m'imagine déjà avec mon propre bébé, un magnifique bébé qui aurait les yeux bleus de son papa. Mon esprit s'égare alors que le prêtre est en train d'insister sur l'importance des parrains et marraines qui doivent aider l'enfant à découvrir le Christ et à le suivre. Je m'efforce de me concentrer sur la cérémonie. Gabriel est sage comme une image et ne proteste pas lorsque le curé trace un signe de croix sur son front. Le temps me paraît long pendant la liturgie de la parole. Arrive enfin la bénédiction, quand le prêtre s'adresse à Paola, André, René et moi, afin que nous entourions Gabriel près du baptistère. Cette fois, le principal intéressé se met à pleurer lorsque le curé verse de l'eau baptismale sur sa tête, et ce, par 3 fois, en prononçant le sacramentel « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et il continue à se révolter lors de l'onction avec le Saint-Crème. Mais dès que tout est terminé, il retrouve la sérénité dans les bras de sa mère. En ce qui concerne la présence de René, le plan de table a joué aussi en ma faveur, puisque les parents de Gabriel étant chacun à un bout de la table, le parrain se trouve à la gauche de la jeune maman, et la marraine, donc moi, à la gauche du jeune papa, complètement à l'opposé. Le pauvre René a face à lui le prêtre, et ma tante Élisabeth, et à sa gauche ma mère. Moi, je suis juste à côté de Karl, et en face d'Albertine et de mon Willy. Figurent aussi parmi nos invités Roger, sa mère, et ma cousine Simone. Un peu moins coincée que sa mère. Passionnée de littérature, elle trouve de quoi discuter avec Willy. Nos proches se sont habitués à la présence de nos 2 ouvriers allemands en toutes circonstances. Pendant ce temps, Gabriel, dans son berceau, dort comme un angelot la plupart du temps. Il ne s'intéresse ni à l'ambiance du repas, ni aux délicieux plats concoctés par Albertine. Mon filleul préfère, et de loin, les seins de sa maman.